Hello boys and girls, c'est moi Pandore, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. On va parler un petit peu JDR et plus précisément on va parler comment créer sa campagne de JDR de A à Z. Je tiens à préciser bien entendu que ça, tout ce que je vais expliquer aujourd'hui, c'est mon idée, d'accord? C'est ma propre idée, c'est mon opinion, donc je sais qu'il y a plein de gens qui vont faire d'une manière différente, d'accord? Mais là aujourd'hui on va voir mon aspect de la chose. Donc on part de tout en haut et on redescend tout en bas. Partir de l'univers jusqu'au pauvre petit PNJ, votre petit gnome marchand qui vend ses fruits et légumes. Voilà, ça va être ça le but de la vidéo. Donc ce qui est bien de créer sa campagne déjà de A à Z, c'est que c'est adapté aux nouveaux joueurs, les novices. Parce que les novices, comme le dit le nom, ils ne connaissent rien, comme aux joueurs expérimentés. Pourquoi, vous allez me dire, mon cher Jamy? Parce que les joueurs expérimentés, bah justement, ils sont expérimentés. Et du coup, bah, tout ce qui est Faerûn, Azeroth ou quoi que ce soit d'autre, bah en fait, ils vont connaître. Donc si tu les emmènes au Mordor, voilà, ils vont savoir à quoi s'attendre. Donc c'est pour ça. C'est le plus gros intérêt de créer euh, sa campagne, sa cartographie et tout ce qui va avec, son lore. C'est ça en fait, c'est de créer la surprise. Et la surprise, c'est crucial dans une campagne de jeu de rôle. Vous allez me dire, oui, mais même, il y a quand même des mondes préexistants, et là, les joueurs expérimentés, par exemple, là, ça ne va pas les déranger. Mais, et pourquoi s'embêter en fait? Pourquoi on devrait s'embêter à consacrer des heures à créer un monde fictif avec la carte, les monstres, pardon, et les espèces qui y vivent? Bah en fait, c'est parce que ça va être un monde propre à vous. Vous allez connaître les moindres subtilités. Moi, je parle à nous, je parle en tant que MJ. Je suis plus habitué à être maître du jeu que joueur, malheureusement. PS, s'il y en a qui veulent masteriser une partie avec moi, je suis preneur. Mettez en commentaire. Donc, je disais un monde adapté à vous, mais aussi souvent comment ça se trame un peu dans le monde du GDR, c'est que souvent vous avez déjà un groupe d'amis. Et après, ce qu'il faut choisir, c'est la campagne. Ce qui est bien en faisant ça, c'est qu'au moins vous créez quelque chose qui vous correspond et qui va leur correspondre à eux aussi. Après, quand c'est en asso ou avec des gens sur internet, ce sera plus compliqué de créer quelque chose qui leur corresponde. Mais si vraiment vous jouez avec un groupe d'amis autour d'une table, franchement, je vous conseille à 100%. Moi, je fais ça que avec mes potes. Je crée tout de A à Z. Mis à part peut-être les règles, d'accord? Parce que les règles, voilà, c'est quand même. Il faut quand même être assez ingénieux, donc je me base souvent sur du. Donc là, on parle de fantasy, sur du D&D ou du Warhammer Fantasy, ou le Pathfinder, à la rigueur. Alors, après, avant de se lancer, il faut avoir, comme un bon charpentier qui va sur les toits, et ben, faut avoir les bons outils. Et les bons outils, attention, spoiler alerte, je ne suis pas sponsorisé, d'accord? Parce que là, ils vont dire, oh là là, c'est bon, le gars, il fait son placement de produit, pas du tout. Du coup, moi, j'utilise quoi? Alors déjà, pour écrire ma campagne, forcément, ça vient de sortir, c'est un peu à la mode en ce moment pour tous les rôlistes, mais c'est vraiment très très bien. J'utilise Amstel Suite pour tout ce qui est rédaction de campagne et d'idées. Hein. Il y a la partie lore qui est assez complète. On peut vraiment annoter tout ce qu'on souhaite, allant du pauvre gnoll qui traîne sur vos terres au château tenu par un duc vampire. Voilà, bref. Ça, c'est vraiment bien avec des liens hypertextes, ok, voilà. Ce n'est pas sponsorisé. Ensuite, j'utilise Dungeon Alchemist. J'ai un super accent anglais. Dungeon Alchemist pour tout ce qui est création de map. Donc, c'est sur Steam, si je me trompe pas. Et malheureusement, j'utilise un autre logiciel pour les maps à plus grande échelle. Je le mettrai en description parce que j'ai complètement zappé comment il s'appelle. Mais il est vraiment bien. Du coup, je voulais vous partager ma map. Oups, hop, ma map ici, voilà, que j'ai fait avec. Je vous mets ça en description parce que c'est vrai que c'est complet. Bon, là, j'ai pris la version premium pour ça, pour faire ce rendu-là. Hein, mais il y a une version gratuite qui permet de faire des petites choses pas mal quand même. Donc, vous pouvez vous inspirer de livres comme les livres D&D, que ce soit 2014, l'édition 2014 ou bien la revisée en 2024. Mais aussi bien totalement vous baser sur votre imagination. Ce que je vous invite à faire. Vous êtes tous doués de génie pour avoir des idées créatives. Hein. On a tous
tout ce petit truc propre à nous-mêmes, hein. La preuve c'est qu'on rêve tous, on n'a pas les mêmes rêves, donc si on n'a pas les mêmes rêves, c'est qu'on a plusieurs façons de penser. Et c'est ça qui est beau, et je vous invite aussi à vous servir de ça, parce que c'est un merveilleux outil. C'est le meilleur des outils d'ailleurs. Il faut placer votre génie créatif vraiment au centre de la chose. Tout va sortir de là, les gars. Tout va sortir de là. Malgré les outils, les autres outils comme les livres, par exemple de Donjons et Dragons, etc., le principal, c'est votre cerveau qui va tourner, qui va faire tourner la machine. Donc vous n'êtes pas un auteur, vous n'êtes pas un illustrateur, vous n'êtes pas Spielberg, ok, mais je pense que vous êtes capable de créer une histoire qui va tenir la laine de vos joueurs. Et la ressource numéro 1 que vous aurez besoin pour faire votre campagne de jeu de rôle et créer votre monde, bah bien entendu, je pense que vous le savez, c'est le temps. Prenez votre temps, c'est important. Donc déjà, pour commencer, on va s'attarder à comment s'y prendre, d'accord? Donc la phase number 1, c'est quelles règles? Oui, c'est les règles qui priment, la loi. Quelles règles va se baser votre monde en fait, d'accord? Donc ça peut être des règles perso, hein, mais pour les novices, hein, les gens qui débutent, je vous conseille de prendre quand même un système déjà existant, genre D&D quoi. Ensuite, on va s'attarder à la coloration de fantasy de votre lore en fait. La coloration c'est quoi? Ça va être tout ce qui est heroic fantasy, heroic fantasy à quoi? Epic fantasy, donc là c'est un peu plus cinématique, méga stylé d'ailleurs. Et mon préféré, il y en a d'autres, hein, mais mon préféré, le dark fantasy. Un monde cruel, impitoyable, où vous avez peu de chances de survivre. Et c'est les plus dangereux et c'est le plus sombre, mais malgré cette tension omniprésente, vos joueurs arrivent quand même à rire et à faire des blagues même dans les pires situations, et c'est ça que je trouve vraiment cool. Aussi, ce qui est bien de savoir, c'est si vous allez mettre en place un système d'XP, ouais, d'expérience, de level up, d'augmentation de niveau. C'est bien à savoir parce qu'on peut se dire, oui, pour des gens ça va être normal de mettre ça en place, mon personnage doit continuellement évoluer, d'accord, mais pour d'autres, voilà, c'est pas forcément nécessaire. Ça c'est établi dans tous les livres de jeux de rôle, il faut forcément qu'il y ait cette touch un peu de level up, mais c'est pas obligatoire, et souvent on se sert de ça comme accroche pour donner l'envie aux personnages de continuer. Pour moi, si le simple fait de monter des niveaux, ça donne envie à tes personnages de continuer, c'est que t'es peut-être pas sur le bon filon, t'es peut-être pas sur le bon filon, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Mais pourquoi pas, après, le monter de niveau, c'est sympa, hein, dans Donjons et Dragons et tout. Justement, dans Donjons et Dragons, c'est utile, parce que là, voilà, il y a cette prise de niveau, ce gain de compétences, tout qui s'ensuit. Mais dans des jeux, c'est moins utile, et en l'occurrence, on crée quelque chose de A à Z. Donc si vous trouvez que votre monde, votre lore ne s'y prête pas forcément, bah le mettez pas, vous n'êtes pas obligé. Donnez de l'importance à vos joueurs par l'histoire et pas par les niveaux. C'est ça qui est le plus important, les gars. Donc là maintenant on va parler de où. Là j'ai sorti le stylo, là je rigole plus, les gars. Quand je sors le stylo, ça va chier. Donc là, comme je disais, on part de tout en haut et on redescend tout en bas. C'est le plus simple à faire, le plan global jusqu'au plan miniature. Donc tout d'abord, pour votre monde, ce qui est important, bah, ça va être l'univers, c'est-à-dire le plan spatial, savoir où se trouve votre monde dans la galaxie, enfin s'il y en a une d'ailleurs, parce que je dis ça, mais c'est plutôt sympa de le prévoir quand même pour des aventures futures. Par exemple, on ne sait jamais ce qui peut se passer avec l'imagination de vos joueurs, il peut se passer beaucoup de choses. S'ils me posent trop de questions, est-ce que vous dites l'espace? Oui, bah attends, Medieval Fantasy, imaginons, ouais... attends, ils vont pas aller dans l'espace, quoi, les gars. Enfin, pourquoi ils iraient s'embêter? Enfin, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Ouais, mais en fait, la question qui va se poser, imaginons il y en a qui s'intéresse aux étoiles, aux planètes environnantes, qui est un peu astrologue sur les bords. Bah, voilà, faut pouvoir répondre à ces questions, ou même vos divinités, où est-ce qu'elles vivent. Enfin, voilà, ça répond à plein de questions. C'est pour ça que c'est important de le situer quand même au niveau stellaire, votre monde. On va s'intéresser au monde, ok. Là, on va parler vraiment de la sphère, de la planète. Donc, elle peut être ronde, elle peut être plate, et elle peut être triangulaire. Waouh, super triangulaire. Ok. Parce que oui, il y a des platistes qui regardent ma vidéo, et s'il y a des platistes qui regardent ma vidéo, votre monde peut être plat, oui, c'est un fait. Ça peut arriver vraiment, mais que dans le jeu de rôle.
on va partir d'un monde rond, on a votre boule, votre sphère. On va s'attarder à l'atmosphère. Est-ce qu'il fait chaud, froid? C'est quoi comme atmosphère? Corrosif? Je sais pas. Est-ce que c'est toxique? La référence à No Man's Sky. Voilà, si vous avez joué un peu à No Man's Sky, vous aurez un peu d'idée. Attention à pas mettre un monde un peu trop mortel non plus. Ça dépend de ce que vous faites jouer dessus, mais bon... si vous voulez jouer que des élémentaires de feu, vous pouvez les faire jouer sur le soleil, ouais, y a pas de problème. Bon, après, on va vite tourner autour du pot, quoi. On va s'attarder à tout ce qui est mer et océan, d'accord. L'eau de votre monde. Très important, d'ailleurs. Hein. C'est pas forcément... Justement, c'est pas forcément composé d'eau, ça peut être de la lave, des lacs givrés, un peu tout et n'importe quoi. Mais il faut l'ajouter à votre monde. Tout ce qui est continent et pays. Ok, donc quand je dis pays, c'est vraiment le bloc de terre, hein, c'est pas les frontières. Ça pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Donc les continents, de quoi ils sont faits, des massifs enneigés, les montagnes, les fleuves, les forêts, les marais, les déserts et tout ce qui s'ensuit. Voilà, tous ces petits éléments, faut les ajouter. De la plus grande forêt au petit bosquet où il y a un druide qui fait ses cérémonies. Non, c'est pas vrai. Une fois qu'on a la Terre, la planète et l'espace, on va avoir tout ce qui est magie. La magie, il faut qu'on en parle de la magie, car c'est là qu'il faut l'implanter, c'est là qu'il faut réfléchir. Est-ce que votre magie va être innée au monde, c'est-à-dire qu'elle est là depuis le départ, depuis la création de votre monde, ou est-ce qu'elle apparaît que sporadiquement, aléatoirement, et c'est d'une manière imprévisible que vos PJ ne pourront pas l'utiliser à bon escient quand ils en ont envie. Ou aussi, votre magie peut être totalement inexistante, et on fait une campagne un peu plus médiévale avec des espèces, plus variées que d'autres, mais sans magie. Rip les mages. Là, mon gros tips, ça va être est-ce que votre monde est entièrement connu, ok? Bah moi, mon tips facile, hein, je vais vous dire non. Il faut faire une cartographie du monde, mais il ne faut pas que votre monde soit totalement connu de chaque explorateur qui a voyagé dans ce monde, en l'occurrence, ok? Pourquoi? Pourquoi? Bah toujours pareil, ça laisse place. Ça laisse place à la surprise et à la découverte. Le fait qu'un monde soit totalement connu, ils vont se diriger d'un point A à un point Z à chaque fois. Alors que si par exemple un bateau, ils arrivent au bout du monde, enfin le pseudo bout du monde, face à une grande cascade de 30 mètres de haut, et que leur bateau tombe, et qu'ils découvrent des nouvelles terres, là vous tenez quelque chose, les gars. Parce que là, ils vont être dans l'inconnu, totalement dans l'inconnu. Et une fois qu'on a notre monde, donc le bloc géographique terrestre, montagneux, tout ce qui va avec, ok, là, on peut s'attarder à ce que vous attendez au multivers. Est-ce qu'il y a des plans supérieurs, inférieurs? Plan supérieur, un paradis, un panthéon. Plan inférieur, les enfers, un monde à l'envers, voilà. Est-ce qu'il y a des plans positifs, négatifs, des plans élémentaires, des plans draconiques? Est-ce que c'est comme l'Yggdrasil avec les Vikings? Enfin voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça, c'est pareil. Ça viendra de vos références et de votre imagination. Mais je pense que c'est que à partir de ce moment-là qu'on peut y penser. Il faut déjà avoir ce monde de base avant de penser au multivers. Qui? Quelles sont les espèces jouables dans votre monde? Des espèces, j'espère, intelligentes. Mettez pas des gnolls, quoique, un joueur gnoll, ça peut être sympa. Mettez, classifiez quand même vos espèces intelligentes. Enfin, en fait, ces espèces intelligentes vont servir d'espèces à vos joueurs. Après avoir noté les espèces que les joueurs ont à leur disposition, faut s'attarder au plus marrant, au bestiaire. Le bestiaire, c'est quoi? Vous pouvez regarder un peu tous les manuels de monstres, c'est le plus sympa à faire. C'est bien d'utiliser des bestiaires déjà existants parce que ça vous évite un travail de longue haleine. Là, on va pas se mentir, là, c'est même pas du temps qu'il vous faut, c'est une éternité. Mais c'est bien d'en ajouter 2-3 personnifiés, quoi. Genre, je sais pas moi, un Balrog. Même si je crois qu'il est dans le manuel Donjons et Dragons, mais pas sous la même forme, je crois que c'est un Bélor, je crois qu'ils appellent ça, j'ai un doute. Une fois qu'on a le bestiaire, une fois qu'on a les espèces que les joueurs peuvent utiliser, on va s'attarder aux classes. Hein. Et vive les paladins. Et vive la horde. Ce qui ne va pas du tout ensemble, mais c'est pas grave. Les classes, donc du plus basique guerrier au plus sombre des occultistes, on peut inventer un peu tout et n'importe quoi. Hein. On peut inventer un sorceleur, on peut inventer, je sais pas, un mage des herbes, on peut inventer tout et n'importe quoi. Okay. Après les classes, c'est ensuite et en même temps, parce qu'en fait ça va dépendre des classes justement. On va faire les religions.
que les religions, il faut en parler dans un monde avec des espèces intelligentes. Souvent, on va avoir tendance à croire en quelque chose. C'est pas forcément un être, ça peut être aussi à la fin du monde, croire à la fin du monde, croire au chaos, croire que des haricots verts vont pousser et envahir notre monde, enfin, ça peut être tout et n'importe quoi. Il faut pas se fixer sur cette idée d'une entité grandement supérieure à la nôtre, en fait, voilà. Donc c'est, on va dire, les religions, mais surtout les croyances diverses du monde. Et il faut en mettre un petit paquet. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre, ça peut être un monde sans foi. Ce qui peut être sympa pour un univers Dark Fantasy d'ailleurs, parce qu'un monde sans espoir, c'est cool. Enfin, la religion, ça donne souvent un peu d'espoir aux gens, mais le fait de ne pas en avoir, bah tu leur retires ça. Pourquoi pas? Ça peut être cool. Je note. Enlever toute religion de mes mondes. Les factions. Donc une fois qu'on a tout ça, vous avez un peu l'idée de comment va tourner votre truc. Donc souvent il y a les factions qui vont se faire simultanément du gouvernement. Ok. Des gouvernements. Parce que souvent il va falloir un peu hiérarchiser tout ça. Hein. Ça peut être féodal, un gouvernement féodal, une dictature, une démocratie, et voilà, ça aide souvent à créer des factions, des clans, des guerres, enfin un peu tout ce qui suit quoi. Une démocratie pure et dure avec une reine qui gouverne son peuple d'une main de fer, à une dictature où un peuple en massacre un autre. Ouais. Pas besoin de faire du jeu de rôle pour connaître ça. Hein. Ensuite, vous mettez votre système de commerce en place, c'est sympa aussi, hein. Ça peut être de la simple pièce d'or au troc à l'ancienne, hein. Une chèvre contre un mouton, une épée magique contre un marteau magique, un alphelin contre un gobelin. Ah! Une fois que le système de commerce est terminé, moi je vais vous proposer une option sympa, enfin sympa, pour vous, mais pas pour eux. Surtout pas pour les petits bonhommes qui se battent dans votre monde. C'est l'option, c'est un monde en guerre. Pourquoi cette option est bien? Parce qu'on part déjà sur un monde fracturé, un monde avec des frontières, un monde avec des champs de bataille, ce qui fait déjà une ambiance légèrement chaotique et des conflits entre clans, factions, espèces ou des guerres religieuses. C'est toujours sympa à mettre dans le contexte pour montrer que le monde est dur et terriblement tragique. Et une fois que tout ça est créé, que vous avez votre carte monde, vos religions, votre monde en globalité, et aussi la carte de la région de départ pour vos joueurs, et bah là, c'est bon, on y est, on peut créer les personnages et joueurs. Enfin bon là, il aurait déjà fallu peut-être entre 5 et 10 heures de boulot, encore pour les plus aguerris. Donc bon, après la dure labeur, on en vient au fun. Oui, parce que moi j'adore faire les personnages de mes joueurs avec eux, c'est vraiment cool, c'est sympathique. C'est là qu'on voit les prémices de ce qu'ils ont en tête, de leur première idée. Bon après, 3-4 événements tragiques, ils changent radicalement d'idée, mais bon, ça c'est pas grave. Une fois qu'on a les PJ, on fait... Attention, spoiler alerte, les PNJ. Alors attention, PNJ ça veut pas dire faites le boulanger du coin, hein. Faites pas des fiches pour tout et n'importe quoi. Faites les PNJ importants. La princesse de la comté, le roi Uldric, chef de guerre remarquable, le maire du village. Souvent les donneurs de quêtes, c'est bien de les faire parce qu'ils vont souvent avoir beaucoup d'interactions avec eux. Ou sinon, si vous voulez pas vous embêter, dans votre bestiaire, vous prenez un bestiaire existant, vous prenez, genre il y a toujours des, dans le bestiaire des catégories un peu genre civil, citoyen, bandit, un truc comme ça, bah vous mettez les stats et voilà, c'est réglé, comme ça vous prenez pas la tête. Mais pour les PNJ très très importants, qui prennent une place majeure dans votre campagne, faut faire des fiches les gars. Faut faire des fiches parce que souvent... Ça se sent quand le personnage n'est pas trop préparé, une fois il est sympa, sa personnalité est un peu changeante, un jour il va être sympa avec toi, le lendemain du coup, entre guillemets, pour vos héros, mais pour les joueurs ce sera peut-être un mois après ou 2 mois après, vous devenez sympa. Vous avez oublié comment se joue ce PNJ, donc en tant qu'MJ vous devenez super sympa, alors que juste avant vous venez tuer leur frère et leur mère.
compliqué quand même. Et une fois que vous avez tout ça, vous créez votre première aventure. Bon, souvent c'est en aparté, hein, vous faites les choses en même temps. Hein. Moi j'ai mis ça un peu de manière programmée, d'accord, mais souvent c'est en liaison, ok. Et là vous pouvez créer votre première aventure. Donc une aventure se veut souvent linéaire ou non linéaire. Oh, j'ai du mal. Linéaire, c'est avec que vous avez votre point de départ. Là je parle en tant qu'MJ, et vous avez votre point de fin, d'accord. On suit une ligne. Et peu importe ce que vont faire vos joueurs, ils vont faire des petits va-et-vient, ok, mais ils vont forcément retourner sur cette ligne. Moi, j'aime pas. Je déteste. Je ne peux pas me dire, je commence une campagne, je sais déjà comment on va se terminer. Où il est inattendu. Après, ça plaît à certaines personnes, parce que normalement, il n'y a que le MJ qui sait où va se finir la campagne. Mais moi, j'aime bien la surprise. Bon, ça, vous commencez à le comprendre, je pense. J'aime bien que mes joueurs décident de comment va se terminer leur histoire. Genre un peu en mode Baldur's Gate 3, quoi. Faut pas une fin préméditée. La princesse est sauvée, les nains et les gnomes chantent. Non, mais c'est bon, quoi. Enfin, ça, c'est sympa, mais j'ai plus de 12 ans, mec. À un moment donné, voilà, quoi. Alors, je le cite quand même, parce que j'ai quand même joué des parties de jeux de rôle, et le problème, c'est que je le sens. On le sent. Quand il y a un point final à la campagne, on le sent. On sent vers où le MJ veut nous tourner. Souvent, sinon, faut être un as de la masterisation, mais ça se sent. Quand le MJ veut faire retourner ses joueurs sur le bon chemin, on le sent. Je suis désolé, mais les gars, mais on le sent. On le sent comme une odeur putride qu'il y aurait dans les chiottes. Ça se sent, les gars, ça se sent que vous avez une idée en tête et vous voulez pas que vos joueurs dévient à ça. Faut pas faire ça. Laissez un peu de suspense à votre campagne. Ça demande un plus gros travail d'écriture parce que ce qui veut dire qu'à chaque session, vous allez devoir changer des choses et réécrire, et ce qui demande un travail continu de votre part. Mais c'est classe, du coup ça vous évite d'écrire une campagne entière. De A à Z pour que vos joueurs la foutent en l'air en une session, quoi. Première aventure, c'est super important parce que c'est un peu le trailer de votre campagne. Si dès le départ on se fait chier, en fait on se fera chier tout le long. Je suis désolé, hein, mais c'est cas concret, c'est ça. Mettez des défis, des menaces à adapter à leur niveau ou à leur faculté, une récompense, et mettez des choses drôles. Même si vous êtes dans un monde où la douleur, la peur préexiste, où est une place dominante, faut que vos joueurs s'amusent. Ne restez pas sur une ambiance triste, maussade, déprimante. Bon, la vie est déjà comme ça, donc si vous leur foutez ça en plus dans du jeu de rôle, vive la vie, vive l'amour et vive la paix. Et le dernier gros point, avant de conclure sur cette vidéo, poussez vos PJ, vos personnages joueurs, à faire des choix. Et je parle pas d'un choix entre le croissant ou le pain au chocolat, ok ? Je parle d'un choix de vie ou de mort, d'un choix où est-ce que tu vas sauver un PNJ ou non, d'un choix est-ce que tu vas attaquer un dragon ou non. Laissez-leur le choix. Ne déclenchez pas à chaque fois l'effet perturbateur. Genre, dès qu'ils croisent des bandits, les bandits attaquent. Non. Laissez toujours une porte de sortie. Il faut pas que ce soit dicté, linéaire. On y revient. Pour conclure, le grand mot de la fin, pour terminer, amusez-vous. Faut s'amuser, les gars. Jeu de rôle, amusez. C'est la même def. Amusement. Donc si ce format-là vous plaît, je vais en faire d'autres. Hein. Je vais voir un peu comment tourne la vidéo. Et on verra par la suite ce qu'on fait. En tout cas, sachez qu'il y a d'autres vidéos qui vont arriver. Dans le même style, hein, toujours en parlant de jeu de rôle. En parlant de jeu de rôle à ma façon, hein, de manière assez franche et subtile. En tout cas, si t'as aimé et que tu veux voir de nouvelles vidéos de ma part, like et abonne-toi. Logique. Et sur ce, les gars, le principal, profitez de la vie, amusez-vous et buvez de la bière. Ah non, ça c'est pas bien. Pas trop. Avec modération. Ciao, ciao.